Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Abdoulaye Nadir, le cofondateur d'Al-Shabaab, tué dans une frappe conjointe en Somalie. Les autorités somaliennes l'ont confirmé ce lundi 3 octobre. Le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une guerre totale contre le groupe qui sème la terreur dans le pays depuis des années. 300 morts, 100 000 déplacés, alors que le gouvernement nigérian met en garde contre l'aggravation des inondations. Dans un récent rapport, l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria révèle que depuis le mois de février, les inondations ont touché 29 États, dont celui de la capitale fédérale, Abuja. Et alors que le Kenya lutte contre l'insécurité alimentaire et une sécheresse mortelle, les autorités ont décidé de lever l'interdiction sur les cultures génétiquement modifiées. La mesure était en vigueur depuis 10 ans maintenant. Mais tout d'abord, le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, et le président russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique ce mardi 4 octobre. Un échange à l'initiative de Bamako, qualifié de riche par le colonel Assimi Goïta. Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, il a révélé avoir abordé divers sujets avec le leader du Kremlin, à savoir le renforcement de la coopération dans les domaines économiques et sécuritaires. Le leader malien a notamment salué, je cite, un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. Pour sa part, le Kremlin a dans un communiqué indiqué que le président Poutine a affirmé lors de cet entretien qu'il souhaitait distribuer au Mali 300 000 tonnes d'engrais russes bloqués à cause des sanctions occidentales depuis l'offensive en Ukraine. Pour renforcer ses effectifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée du Burkina Faso a lancé le recrutement de 3000 soldats de rang. Dans un communiqué publié ce mercredi 5 octobre, les forces armées burkinabées précisent que l'opération se déroulera dans tous les chefs-lieux des régions administratives à partir du 15 janvier 2023. Le recrutement sera précédé par une première phase de recensement des candidats sur toute l'étendue du territoire du 2 novembre au 31 décembre 2022. Recensement destiné aux jeunes de nationalité burkinabé des deux sexes, âgés de 20 ans au moins et 23 ans au plus et titulaires du certificat d'études primaires. Les autorités somaliennes ont annoncé lundi 3 octobre avoir neutralisé un chef d'Al-Shabaab lors d'une frappe aérienne conjointe. La frappe lancée près de la ville d'Aramka le 1er octobre par l'armée somalienne et les forces partenaires internationales a tué Abdoulaye Nadir, également connu sous le nom d'Abdoulaye Yaré. Ce dernier avait une prime de 3 millions de dollars sur sa tête émise par les États-Unis. Zahra Mohamed Moutio. Le gouvernement somalien affirme avoir tué Abdoulaye Nadir, l'un des cofondateurs du groupe terroriste Al-Shabaab. C'était lors d'une opération militaire conjointe qui aurait eu lieu samedi dernier dans le village de Aramka dans la région du Moyen-Jouba. La mort de ce cadre du mouvement serait survenue lors d'une frappe aérienne. Ce leader était le prédicateur en chef du groupe et un des membres les plus notoires du groupe Shebab. Son élimination est comme une épine retirée de la Somalie en tant que nation. La frappe aérienne ayant permis de neutraliser Abdoulaye Nadir a été lancée quelques semaines après que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé son engagement à mener, dit-il, une guerre totale contre le terrorisme. Nous sommes maintenant convaincus qu'avec un soutien accru du public, notre gouvernement éliminera le terrorisme de la Somalie. Abdoulaye Nadir, dont la tête était mise à prix pour 3 millions de dollars par les États-Unis, était considéré comme celui qui devait prochainement prendre la direction d'Al-Shabaab, groupe qui, dans son combat, souhaite toujours renverser le gouvernement central de Mogadiscio. On reste en Somalie, qui se trouve au bord de la famine. La population fait face à sa pire sécheresse en 40 ans, une situation qui pousse de nombreuses familles à se déplacer à la recherche de nourriture et d'eau. Antonia Tangana. La Somalie souffre encore un peu plus de la famine. Entre insécurité alimentaire, sécheresse dévastatrice et conflits répétitifs entre groupes armés, le pays d'Afrique de l'Est voit sa population décimée, contraignant plusieurs milliers de familles au déplacement immédiat.
C'est le cas d'Isaac Hassan, cet homme de 82 ans qui a vu 4 de ses enfants mourir à cause de la famine de 2011, a dû déménager dans la ville de Mogadiscio afin de sauver le reste de sa famille. Nous avons fui vers Mogadiscio pendant la famine de 2011. Nous avons voyagé en voiture pendant 2 jours jusqu'au camp pour personnes déplacées. Alors que plusieurs experts mettent en garde contre la famine imminente qui frappe plusieurs parties de la Somalie, plus d'1 million de personnes font face à la flambée des prix alimentaires mondiaux, mais également à une réponse humanitaire très peu financée. Asma Brahim travaille comme assistante de terrain pour les Nations Unies et pour elle, l'aide des donateurs s'avère incontournable. Vous constaterez que certaines personnes ne sont pas accompagnées ou qu'elles ont des enfants qui partent seuls et qui n'ont pas de parents avec eux. Vous pouvez alors comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Des enfants et des familles non protégées, une mère qui a accouché en dehors de cette zone et qui n'a rien à manger. Je pense qu'il est même très difficile de comprendre cette situation. Nous demandons aux donateurs leur soutien afin d'améliorer les choses. La Somalie a connu des périodes de sécheresse récurrentes au cours de la dernière décennie. En 2011, une famine dévastatrice a tué plus d'1/4 de million de personnes, dont la quasi-majorité n'étaient que des enfants. Direction le Nigeria à présent, où plusieurs régions du pays sont sujettes aux inondations saisonnières. Des inondations meurtrières qui ont fait au moins 300 morts depuis le début de la saison des pluies et pas moins de 100 000 déplacés. Les populations du nord et de l'est du pays sont particulièrement touchées, notamment celle de l'état de Benue à l'est du Nigeria, où la population subit plusieurs facteurs cumulés tels que la montée des eaux, l'inflation ou encore l'insécurité. Gladys Mwamba. Benue est sous l'eau. Comme 28 des 36 États du Nigeria cette année, les inondations ont perturbé le quotidien d'au moins 1 demi-million de Nigérians. Une centaine de milliers d'hectares de terres agricoles de l'État de Benue ont été engloutis par la montée des eaux, mettant à mal l'agriculture vivrière. Ma maison est proche de la berge, alors quand l'inondation est arrivée, les maisons en terre se sont effondrées. Je n'avais pas l'intention de vendre mon riz maintenant, mais parce que mes parcelles se sont effondrées, je n'ai pas d'autre choix que de vendre mon riz paddy car il n'y a nulle part où le garder. L'agriculture a été limitée en raison des inondations, des pénuries alimentaires et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 en 2020. Les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche en raison de la guerre en Ukraine et de l'insécurité récurrente dans l'état de Benue. Une situation qui a poussé des milliers d'agriculteurs à quitter leurs terres. Des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté alimentaire au cours de ces 2 dernières années. Cette inondation se produit en même temps que la hausse des prix des denrées alimentaires qui ont déjà augmenté l'année dernière et qui se sont encore aggravées avec la situation en Russie et en Ukraine. En plus de cela, il y a quelques mois, l'Inde a imposé des restrictions aux exportations de riz. Et puis, bien sûr, nous avons le problème de l'accès aux devises étrangères. Donc toutes ces mauvaises choses se produisent en même temps. Selon la bourse de matières agricoles au Nigeria, AFEX, les inondations, cumulées à plusieurs autres facteurs, devraient réduire la production de maïs de 12% en glissement annuel et celle du riz de 21%. Un sérieux problème pour le Nigeria, pays où l'inflation a atteint en août 2022 son plus haut niveau depuis 17 ans, avec un taux d'inflation des produits alimentaires de 23,12%. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, le Sénégal espère une augmentation sensible de ses flux commerciaux avec le Maroc. Ce marché commun africain devrait en effet davantage faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Notant qu'en 2019, le Maroc a exporté une valeur de 220,4 millions de dollars vers le Sénégal. Philomène Tine. En 2019, avant la crise sanitaire liée au Covid-19, le Sénégal était le 22e marché d'exportation du Maroc et son 83e marché d'importation. À cette période, les exportations marocaines vers le Sénégal s'estimaient à 220,4 millions de dollars. À en croire les autorités sénégalaises, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait booster le partenariat économique avec le Maroc.
La mise en vigueur de la ZLECAf est une opportunité pour tous ces pays-là, dont le Sénégal et le Maroc. Par conséquent, l'intérêt principal est de pouvoir quand même booster son économie par rapport aux demandes extérieures, mais il faudrait quand même avoir des potentialités pour bénéficier de cette aubaine. En dépit de la volonté de coopération qui anime le Sénégal et le Maroc, les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'en progression, sont encore relativement faibles et largement en deçà de leur potentialité. À cet effet, les autorités estiment que les deux pays doivent nécessairement relancer le groupe d'impulsion économique GIE mis en place en 2015 et qui réunit les patronats du Sénégal et du Maroc. L'économie sénégalaise n'est pas suffisamment fournie pour exporter davantage vers le Maroc, avec seulement peut-être quelques produits alimentaires qui représentent seulement 15%. Mais au contraire, le Maroc qui a une économie beaucoup plus équilibrée et qui a plus de 80% d'exportation vers notre pays, avec des produits divers. Le Maroc est certainement dans cette relation le pays qui va gagner le plus au niveau non seulement du Sénégal, mais au niveau de toute la sous-région de la CEDEAO. En outre, d'importantes opportunités d'exportation existent dans le domaine des services en général et dans celui des technologies de l'information et de la communication en particulier, selon les économistes. Ainsi, le Sénégal et le Maroc devraient également miser sur le numérique en vue de fluidifier leurs échanges commerciaux. Après une interdiction appliquée pendant 10 ans, le Kenya a décidé d'autoriser à nouveau les cultures génétiquement modifiées. Le gouvernement parie sur les cultures génétiquement modifiées comme le maïs ou encore le coton pour accroître le rendement agricole et favoriser la sécurité alimentaire. Selon les experts, ces produits agricoles issus de la biotechnologie affichent un rendement 2 fois plus élevé que l'agriculture pluviale. Nathalie Mo. Confronté à son plus fort épisode de sécheresse depuis 40 ans, le Kenya a levé l'interdiction des cultures génétiquement modifiées. Le gouvernement s'est prononcé sur la question lors du Conseil des ministres du 3 octobre 2022, présidé par le chef de l'État William Ruto. Le Kenya parie sur les cultures génétiquement modifiées, importées et cultivées localement comme le maïs ou encore le coton pour accroître le rendement agricole et favoriser la sécurité alimentaire. Cela permet d'accélérer la croissance des produits agricoles. Les semences améliorées poussent plus vite. Elles peuvent réduire à 10 jours la récolte des cultures. On peut ainsi observer que les cycles agricoles vont devenir plus courts pour une durée qui pourrait être réduite à 2 mois et une durée en terre des plantes fortement revues à la baisse. La décision gouvernementale met fin à 10 ans d'interdiction de cultures génétiquement modifiées. La levée de cette mesure matérialise une promesse électorale du président William Ruto. Le dirigeant kenyan veut hisser son pays au rang de leader africain de la biotechnologie. Des études scientifiques ont démontré le bénéfice des cultures génétiquement modifiées, 2 fois plus productives que les cultures pluviales actuellement pratiquées. Les académies de sciences, de santé, d'ingénierie, d'agriculture ont certifié la qualité des cultures développées grâce à la biotechnologie. Elles ont toutes conclu que les cultures et les fruits génétiquement modifiés sont aussi sûrs que les produits agricoles traditionnels. Au Kenya, 1,5 million de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, principale conséquence de la sécheresse qui frappe le pays. Dès son entrée en fonction en septembre 2022, le président William Ruto a mis en priorité l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence dans les régions particulièrement exposées à la sécheresse dans le nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.